Bonjour à tous. Je n'avais pas vraiment, on entend, oui, je n'avais pas vraiment prévu de dire quelques mots. D'abord parce que je n'ai que des choses agréables à dire, alors c'est pas très drôle. Mais je veux commencer, bien sûr, en vous saluant tous et en saluant particulièrement les deux anciens directeurs et le fondateur de cette belle maison, Monsieur Salamon et Monsieur le professeur Rachid Salmi. Monsieur le professeur Salamon, vous le savez, est aujourd'hui très présent sous la forme d'une constellation Cassiopée, et il a trouvé là sa place, je crois, universelle, et je voulais le saluer. Je vois que vous partagez mon enthousiasme. Quelques mots simplement pour dire comment je conçois, et nous en parlons très souvent avec la directrice Geneviève Chêne, comment je conçois mon rôle modeste, mais que j'espère utile, dans cette magnifique maison. Quand il y a une bonne dizaine d'années, j'avais écrit dans Sud-Ouest une tribune qui s'appelait « Politiser la santé pour ne pas avoir à privatiser la maladie ». Eh bien, aujourd'hui, nous en mesurons complètement l'importance. Alors, bien sûr, politiser la santé, ce n'est pas se chicaner entre partis politiques. La politique, c'est le rôle de la puissance publique, en laquelle je crois personnellement grandement. Et il est vrai qu'aujourd'hui, alors que les progrès médicaux et technologiques aussi, ils vont ensemble, ça c'est mauvais signe, il paraît, dans les campagnes électorales. Hein. Quand l'affiche tombe, c'est pas bon. On va rectifier ça tout de suite. Donc, nous mesurons que nous ne pourrons assumer financièrement le coût de cette santé dont les progrès explosent que si nous en réduisons les cas des malades. C'est vraiment presque un marché actuellement qu'il faut passer entre la prévention et le soin. Et cet aspect-là est véritablement majeur, car autrement, nous ne pourrons maintenir ce qui nous attache tous, le haut niveau de santé qui est le nôtre. Le deuxième aspect, qui n'est pas moins important, c'est de faire entrer la science, les données scientifiques dans la politique. Et j'avais déjà demandé à Geneviève Chêne, quand j'étais députée, de venir faire une intervention à l'Assemblée nationale sur le rôle et l'application de la méthode scientifique dans la démarche publique. Et l'Assemblée nationale m'avait dit « Oh, ben on est en fin de législature, on n'a plus le temps. » C'était le moment, au contraire. Et je crois qu'il faut imposer cette evidence-based policy dans notre démarche politique et notre démarche de décision. Vous savez, aujourd'hui, on fait une loi sur les fake news. Je la vois avec enthousiasme, comme tout en ce moment, mais néanmoins avec réticence, parce que je ne sais pas exactement comment on définit une fake news. Je ne le sais que dans un domaine, quand une vérité, il ne faut pas utiliser ce terme, je crois, car même cela peut changer, mais quand un fait scientifique est démontré, il faut en effet pouvoir condamner celui qui en déroge et celui qui proclame une contre-vérité établie. Et vous avez l'exemple très parlant de cet excellent professeur Joyeux qui a énormément dénigré les vaccins et qui malheureusement a fait des émules
et surtout a fait des adeptes. Et on voit aujourd'hui la difficulté qu'a rencontrée la ministre en voulant augmenter le nombre des vaccins obligatoires. Donc vous voyez que là, les fake news ont un rôle et que vraiment la démarche scientifique doit pouvoir s'imposer à la fois dans la construction de la loi et dans son application, c'est-à-dire la possibilité de condamner de manière crédible ceux qui en dérogent. Il y a un deuxième aspect qui est tout à fait majeur. Madame la directrice, vous n'avez pas évoqué un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est le champ des addictions. Le champ des addictions est en train d'envahir la sphère publique et personnellement, je redoute que là aussi, les progrès thérapeutiques, les avancées considérables que nous connaissons, soient mises en difficulté, en péril, par les maladies comportementales. Le mot est un peu stigmatisant, mais il est juste. Et ce qui est comportemental est réformable. À Bordeaux même, un de mes amis et confrères a travaillé sur le gène de la dépendance. Et c'est un sujet tout à fait important. En effet, il y a des sujets qui sont plus à la merci de la dépendance. Mais le pire gène, et je veux que vous en preniez totalement conscience, car dans ma vie politique de 10 années, je l'ai mesuré, j'oserais dire physiquement, le pire gène, qui fait que les addictions sont si épidémiques, c'est l'argent. Nous sommes là sous la coupe de pouvoirs financiers considérables, d'enjeux financiers qui concernent même des États entiers quand il s'agit des drogues que l'on cultive. Et je vous mets en garde contre cette notion et qui, personnellement, me motive pour la combattre, que, en effet, derrière les addictions, il y a toujours des puissances financières quelquefois supérieures aux États eux-mêmes. Donc voilà un aspect qui est vraiment consubstantiel à votre travail de chaque jour, et je me réjouis en particulier que monsieur le vice-président soit aussi un expert en sciences politiques. Et la plus belle science politique, excusez-moi, ne vieillez pas, c'est la santé. Voilà ce que je voulais vous dire, et je parlais de mon rôle au départ, c'est ce chaînon manquant entre la vérité scientifique et la santé et la politique que je voudrais essayer de faire palper, de rendre très concret, et sous la forme en particulier de collaboration et d'enseignement très concret dans cette ISPED. Alors il y a une chose que je ne vous ai pas dit, c'est que le professeur Salamon m'a terrorisé dans mes études médicales. Nous aussi. Vous aussi, ben c'est déjà quelque chose. L'ennui, alors, comme j'avais craint, quand Rachid Salmi a été directeur, moi j'ai fait de la politique, je me suis dit, je ne veux plus qu'il continue. Et c'est pour ça que je me suis orientée. Mais la réalité, c'est que Geneviève Chesne aussi. Parce que quand on travaille sur un essai thérapeutique avec Geneviève Chesne, eh bien, on y va chaque jour en ayant peur. On va dans son bureau en se disant, bon, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête? Et ça arrive toujours. Eh bien, je voulais vous en remercier, chère Geneviève, parce qu'aujourd'hui, je vous crains toujours, mais avec un peu plus d'affection encore et de distance. Alors moi, je voudrais vous souhaiter, vous savez, je n'aime que les vieux. Moi, les jeunes, j'en vois là, mais ça m'intéresse pas. D'abord, parce que sur le vieillissement, et c'est une des raisons aussi peut-être pour lesquelles je suis présidente, chaque jour, on est davantage expert. Et je me réjouis donc
que de vous apporter quotidiennement cette expertise. Mais je crois aussi que c'est un des défis majeurs, un des défis absolument majeurs de notre société. Et là, les politiques ne sont pas prêts encore d'y répondre. Je leur ai cassé les pieds. Moi, je faisais Geneviève Chêne au gouvernement. Vous voyez, j'embêtais tout le monde. Ça n'a pas totalement réussi, puisque l'acte 2 de... Et je vous en remercie. L'acte 2 de ma loi n'a pas été fait pour des raisons budgétaires. Mais c'est le dernier mot que je dirai, parce que je veux que vous sentiez combien je suis importante. Je représente auprès de vous 18 millions de Français. Et ces 18 millions de Français, ce sont les ex-baby-boomers. Et les ex-baby-boomers arrivent aujourd'hui dans le champ de l'âge, sans précipitation d'ailleurs, hein, je le dis très, très franchement, mais ils vont être obligés de faire la révolution de l'âge, c'est-à-dire de modifier tout en réalité, la fiscalité, l'héritage, le mariage et le divorce. Hein, se marier pour 70 ans, c'est pas cool. Donc, faut voir. En général, les hommes politiques le font en 3 fois. Mais bon. Et non, mais je vous disais que je n'aimais que les vieux. Et donc, bien que j'ai un tout petit doute, je ne sais pas si je serai là pour le centenaire de l'ISPED, mais moi, c'est cet enjeu que je veux soutenir avec vous et devant vous. Merci à vous.